Maintenant, malheureusement, la tradition sanitaire nous oblige dans ce grand grenier à sel. Vous me direz, ça ne peut pas être moins agréable, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympathique quand on est au conseil municipal, dans la salle traditionnelle. Mais pour l'instant, tout le monde l'aura compris, et vu les chiffres qui nous sont communiqués par l'Agence régionale de santé et la préfecture, je pense que ça va être notre lot pour plusieurs mois. Donc j'ouvre cette séance et je demande, si vous en êtes d'accord, à M. Philippe Alvarez d'être secrétaire de séance pour cette session. Pas de problème particulier. Donc j'ai reçu des excuses de personnes qui n'ont pas pu être présentes à nos côtés. Pierre Arnaud qui a donné le pouvoir à Mme Fleury, M. Ambos qui a donné le pouvoir à M. Saudin et Mme Nallard qui a donné le pouvoir à Mme Budin. Je n'ai pas d'autre pouvoir à ma connaissance. Voilà, donc nous pouvons commencer. Alors, oui, nous avions une petite communication sur notamment l'absence de public. Alors, comme vous le savez, ce sont les règles sanitaires et l'organisation territoriale souhaitée par les préfectures. Pour l'instant, il est très difficile, étant donné la configuration, d'accueillir du public. D'ailleurs, je le regrette, le premier, parce que moi j'aurais bien aimé que les gens qui d'habitude assistent aux conseils municipaux puissent venir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, on a mis, avec les moyens du bord, à disposition notamment la possibilité, alors je vous le redis, l'état d'urgence sanitaire ayant été prolongé par le gouvernement, en vertu de l'article 10 de la loi du 23 mars 2020, les règles de fonctionnement des conseils municipaux doivent respecter les dispositions du Code de la santé publique. En conséquence, les séances peuvent se tenir en dehors de la mairie, dans une salle de taille suffisante, l'accueil du public ne pouvant être assuré dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le choix de diffusion de la séance par Internet a été fait selon les accès suivants. Alors je répète les accès. En direct sur la page d'accueil du site Internet de la mairie, www.ville-honfleur.com. Un lien est à disposition sur la page d'accueil du site. Et la vidéo de la séance sera ensuite disponible également à partir de ce site internet sur YouTube. Et puis nous avons bien sûr nos journalistes locaux qui sont en plus de plus en plus maintenant équipés pour reproduire en vidéo certaines séances ou certains débats. Voilà, on fait comme toute la France le fait. Le compte-rendu que vous avez tous reçu. Alors oui, quand j'ai la possibilité, à partir du moment où on est plus d'1,30 m, avec l'accord de mes voisins, de retirer le masque. Voilà, donc je vous l'explique. Pour celles et ceux qui prendront la parole, c'est possible si vos voisins l'acceptent, et bien sûr si vous, personnellement, vous le souhaitez. Vous avez donc reçu, je pense, le compte-rendu de la dernière séance. Est-ce que vous avez des observations à faire, des annotations à ajouter, des questions sur ce compte-rendu qui a été fait par le secrétariat du Conseil? Je vous propose donc de l'approuver. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie et merci pour le service parce que c'est toujours compliqué de faire des comptes-rendus qui plaisent à tout le monde. Mais je sais que Madame Bourdeau, vous le savez tous, fait le maximum et avec son expérience de longues années, les comptes-rendus sont vraiment bien faits. Une demande d'ajout à l'ordre du jour, puisqu'on a reçu ça là juste il y a quelques jours, c'est d'entériner et d'accepter le don à la ville de Honfleur de 2 immeubles, rue des Petites Boucheries et rue de la Prison, donc qui sont juste là, à côté du grenier à sel, à laquelle ces maisons avaient été données par Mademoiselle Turgis le 15 mars 1975. Elles avaient été données à la Société du Vieux-Honfleur. Et pour différentes raisons, notamment financières, également de difficultés pour entretenir ces biens, la Société du Vieux-Honfleur m'avait rencontré à plusieurs reprises pour me proposer d'acquérir ces maisons et de le rentrer dans le patrimoine municipal. Je trouve que c'est en plus sécurisant parce qu'on est certain qu'une ville, j'allais dire, une ville entre guillemets, a le temps devant elle et une association peut disparaître, une ville c'est plus compliqué. Donc on vous proposera, si vous en êtes d'accord, d'entériner ce don et d'accepter ce don de ces 2 maisons. Donc oui, alors on peut peut-être le passer. Alors si d'abord vous êtes d'accord pour l'ajouter à l'ordre du jour vu l'urgence, pas de problème particulier, et si vous êtes d'accord pour que la ville acquérisse et devienne propriétaire de ces 2 maisons.
Alors dans l'une d'entre elles d'ailleurs, on avait une convention avec la Société du Vion-Fleur pour accueillir le musée Alphonse Allais. Vous l'avez peut-être vu, puisque maintenant il est dans la rue des Petites Boucheries. Et puis l'autre était occupé par une personne qui était notamment, qui travaillait pour la Société du Vion-Fleur, et maintenant cette maison, je crois, est vide, hein, monsieur Bourret. Voilà, cette personne va partir, et donc la ville pourra récupérer ces deux maisons, à charge après, bien évidemment, de les entretenir, de les protéger, mais c'est certainement une des plus vieilles rues de la ville, et c'est tout à fait logique qu'on a réussi à remettre la lieutenance dans le patrimoine. On a le phare de l'hospice, la baraque aux balises, c'est logique de continuer, notamment à cet endroit-là. Donc s'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, on peut accepter. Vous m'entendez bien? Oui, oui. J'avais une question donc, sur le prix de l'acquisition, parce que comme c'est un nouveau plan... Ah, c'est un don, madame. C'est un don. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des vœux de cette donatrice au départ, le respect de l'usage de ces bâtiments? Oui, d'ailleurs c'est ce que j'avais dit, et la Société du Vion-Fleur m'a dit, monsieur le maire, on sait que vous êtes attentif aux vœux de Mademoiselle Turgis, que j'ai connu en plus, et je ne voudrais pas que justement la Société devienne autre chose que ce que Mademoiselle Turgis avait souhaité, et notamment de mémoire, dans son testament, elle souhaitait qu'on garde en république, qu'on les entretienne, comme témoin du passé. Donc après, elle n'a pas précisé leur utilisation intérieure, elle a simplement fait don à la Société du Vion-Fleur pour que ces maisons permettent notamment l'esthétique du colombage et qu'elles soient protégées. Mais je crois de mémoire qu'elle n'a pas demandé un traitement particulier au niveau de fonctionnement. Elles ont été utilisées notamment par la Société du Vion-Fleur pour faire le bureau de la société, et il y avait au-dessus un appartement qui était occupé par une galerie qui a entretenait le musée du Vion-Fleur. Voilà. Donc, bien, je vous en prie, il n'y a pas donc de coût, puisque c'est un don. Je vous propose de l'accepter. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Et je transmettrai la volonté du Conseil à M. Lelièvre, qui est président de la Société du Vion-Fleur. Oui, c'est pour m'autoriser exactement à signer l'acte de donation. Voilà. C'est bien l'acceptation. Alors, nous avons maintenant enregistré la démission et le départ de Madame Viviane Chevalier, qui était conseillère municipale et qui quitte Honfleur pour des raisons personnelles et notamment pour des raisons familiales avec son époux. Ils rejoignent leurs petits-enfants du côté de Lille. Et je voudrais, en votre nom à tous officiellement, nous l'avons fait il y a quelque temps, la remercier Viviane pour son engagement, et puis la remercier également d'avoir accepté la délégation, vous savez, au fleurissement, qu'exerçait autrefois M. Philippe Leproux, et les équipes qui avaient rencontré Mme Chevalier à plusieurs reprises avaient beaucoup apprécié son investissement. Alors malheureusement, pour des raisons encore une fois familiales, elle ne peut pas rester à Honfleur. Comme le prévoit la loi, dans l'ordre de la liste, c'est Madame Cardine Galochet, Cardine qui est arrivée, je crois, peut-être, elle n'est pas encore arrivée, donc qui prend la place de Madame Chevalier, et je pense qu'elle arrivera tout à l'heure, parce que pour l'instant, je n'ai pas reçu d'excuses de sa part, et elle m'a dit qu'elle devrait venir ce soir, voilà, mais comme elle est commerçante, elle a peut-être un peu un battement. Donc voilà, c'est Cardine Galochet qui la remplace, et Madame Chevalier avait une délégation au fleurissement. Il vous est proposé, selon la logique, que cette délégation soit intégrée à la délégation de Madame Patricia Sosso, puisque Madame Sosso est adjointe notamment à la qualité de la vie. Donc ce sera intéressant que ce fleurissement rentre dans sa délégation, ça évite de les multiplier. Voilà, donc on doit voter, mais il n'y a pas de... Et puis alors oui, les commissions dans lesquelles siégeait Madame Chevalier... Communication numérique politique de la ville, affaires culturelles, animation touristique. Donc apparemment c'est Madame Galochet qui la remplace également dans ces commissions. Communication numérique politique de la ville, Monsieur Marquis, et les affaires culturelles, animation touristique de Caroline Thévenin. Voilà. Par l'abstention ni de vote contre, je suppose cette installation. Merci. Maintenant, nous avons alors à nommer un autre représentant du conseil municipal au sein du groupe de développement du Grand Port Maritime de Rouen. Alors c'est une toute petite régularisation.
puisque Michel Rotrou avait été désigné dans la formule, vous voyez que c'est assez pointu et chaque virgule compte, il avait été désigné pour siéger au sein du conseil de surveillance. Mais en réalité, ce n'est pas au sein du conseil de surveillance, c'est au sein du conseil de développement qu'il doit siéger, comme siégeait M. Claude Chichery. Donc je vous propose là, de modifier tout simplement conseil de développement à la place de conseil de surveillance. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, pas d'abstention ni de vote contre. On a aussi un représentant à nommer, vous savez, comme tout a été reculé malheureusement et que tout s'allonge dans l'année, dans cette année 2020 un peu spéciale, là aussi, l'association Calvados Attractivité, qui a été créée par le département du Calvados, nous demande de nommer notre représentant. Il est de tradition que c'est notamment la personne qui s'occupe du tourisme, donc c'était Madame David qui nous représentait. Il nous semble logique, puisque c'est Christophe Buisson qui est maintenant président de l'EPIC touristique, que ce soit lui qui siège. Calvados Attractivité, c'est un organisme qui rassemble notamment les représentants de tous les EPIC Office du tourisme du Calvados, le conseil départemental, et puis tous les opérateurs, tous les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des jeux en plein air. Donc c'est un organisme important. Et puis c'est un organisme qui peut être amené à nous donner des subventions, à nous aider sur certains dossiers. Donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir un représentant. Je vous propose M. Buisson, président de l'EPIC touristique. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Pour l'association des villes marraines, donc comme nous avons un bâtiment militaire maritime qui s'appelle le Vulcain, nous faisons partie automatiquement de l'association des villes marraines, puisque la ville est marraine de ce bâtiment militaire. Et là aussi, dans la logique, on vous propose de mettre l'adjoint chargé des anciens combattants, et en plus qui est membre de la Société des marins et qui organise à cette occasion la manifestation annuelle, Madame Martine Lemonnier. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Toujours en matière de désignation des représentants de la ville, à la commission locale d'évaluation des charges transferts de la CLEC. Alors, nos représentants étaient, j'ai réussi à la communauté de communes que les communes plus importantes en nombre d'habitants et en masse financière économique puissent avoir un représentant de plus à l'époque. Donc les villes d'Honfleur, de Bezuil et de la Rivière-Saint-Sauveur ont 2 représentants. Je siégeais moi-même à la CLEC avec Madame Fleury, et notre suppléant était Claude Chichery. Je vous propose donc de garder nos positions en ce qui me concerne et Madame Fleury au sein de la CLEC, et de nommer à la place de M. Chichery M. Buisson, puisqu'il est notamment président, de la commission des finances de la communauté de communes. Et ça a trait directement aux finances. Pas l'abstention ni de vote contre. Avis sur le projet de pacte de gouvernance présenté par la communauté de communes du Pays d'Honfleur. Donc le Code général des collectivités territoriales a demandé à toutes les communautés de communes et à toutes les communes de s'associer dans un travail de réflexion pour peaufiner la gestion des EPCI que sont les communautés de communes. Donc cette communauté de communes a été créée en janvier 2017 dans le cadre de la fusion avec les territoires rois de Bezuil, et on a eu à travailler pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, à ce pacte de gouvernance qui a été accepté par l'ensemble, par la majorité des communes de la communauté de communes et par Honfleur. Mais comme nous entamons une nouvelle mandature, nous devons redélibérer. Alors pour vous dire, j'ai demandé, et M. Monnet a bien fait les choses, vous avez un document qui reprend ce pacte de gouvernance, et notamment, ça reprend le fonctionnement de la communauté de communes avec donc la session, les commissions, et bien sûr l'organisation des commissions, la conférence des maires que nous avons ajoutée suite à la loi qui prévoit maintenant une conférence des maires qui a eu lieu il y a quelques jours sur des sujets d'intérêt communautaire. Bref, ça reprend la façon de fonctionner. Alors, on avait été un peu en avance avant l'heure, puisque moi j'avais proposé en 2017 que les conseillers municipaux, qui ne sont pas forcément conseillers communautaires, puissent siéger à la communauté de communes, notamment lorsque l'un de nos représentants est absent. Et les maires des petites communes avaient beaucoup apprécié, parce que ça permet à un maire, je prends l'exemple de la commune de Barneville, où le maire est le seul représentant de sa commune dans toutes les commissions, et bien ça permettait au maire d'avoir 1 ou 2 conseillers municipaux qui peuvent siéger dans les commissions. Et ça a été régularisé, ça,
par la loi. Donc, j'allais dire, notre Comcom était en avance, puisque le législateur, et les ministères concernés, notamment de l'Intérieur, ont ajouté ça. Voilà, donc on a repris aussi dans ce texte les compétences. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez, donc on rappelle les compétences, et forcément le pacte de gouvernance peut évoluer. Voilà Cardine qui est arrivé, on vient de l'installer donc dans son fauteuil, et elle va prendre officiellement place. On lui souhaite la bienvenue. Voilà, donc vous avez le document. Si ça appelle des observations, des questions, n'hésitez pas, si on peut y répondre, ça sera avec plaisir. Sinon, je crois que, encore une fois, c'est la façon de fonctionner de la communauté de communes. Et il a été accepté par la majorité de toutes les communes. Pas d'abstention ni de vote contre ce document. Urbanisme, délégation de la délivrance des autorisations du droit des sols à la communauté de communes. Alors, c'est très particulier, là encore, Maître Navio me dira si je me trompe, mais le territoire était très en avance à l'époque, en 1971. On a créé un CIVOM, qui était présidé par mon prédécesseur Marcel Gabas, avec l'aide de Maître Lourd. Et ce CIVOM avait pour objet de réfléchir à l'aménagement du territoire des 14 communes qui formaient le canton, ensemble, plutôt que de faire des réflexions en urbanisme, en aménagement séparé. Sur 14 communes, 12 ont adhéré. Le Teil-en-Auge et Fourneville n'avaient pas adhéré et avaient gardé de ce fait la signature des permis de construire. Et puis, avec l'évolution, finalement, les maires ont trouvé que c'était intéressant d'avoir une réflexion globale plutôt que chacun fasse sa petite zone d'activité, son parc HLM, etc. Et ils ont délégué à l'EPCI, à la communauté de communes, leur signature, c'est-à-dire que le président signe les documents d'urbanisme et les permis. Et puis, comme nous avons fusionné, et que dans l'heure, nos collègues de l'heure ont gardé la signature pour chacun des maires, eh bien, on ne pouvait pas avoir un traitement différent. On a donc proposé avec Sylvain Navio aux maires qui le souhaitaient de reprendre leur signature dans le Calvados, c'est-à-dire de redevenir responsable de la délivrance des permis, mais on a essayé également de répondre à ceux qui souhaitaient que je conserve en tant que président de communauté la signature, et donc c'est au choix aujourd'hui. Donc les maires ont le choix, et là, les communes notamment qui ont accepté de laisser la signature sont listées dans cette délibération. Alors je crois que je les ai... Là, les communes de l'Eure, notamment, elles ont repris leur signature. Enfin, elles l'ont gardée parce qu'elles l'avaient toujours. Mais je ne sais pas, Sylvain, si tu as en tête, pour plus d'informations, les communes qui... Oui. Oui. Les Geneviève, voilà. Voilà. Voilà, on a 10 communes sur 14. Voilà. Alors, merci Sylvain. Voilà, ça fait sur 14 communes 4 qui reprennent et 10 qui nous conservent la signature. Pas l'abstention ni de vote contre pour Honfleur, puisqu'on transmet comme d'habitude la signature à l'EPCI. Alors, approbation du rapport, c'est important, politique de la ville. Pour le quartier Canteloup, Marronnier, Buquet, c'est un dossier très important qui vise à l'aménagement futur du quartier des Marronniers Canteloup, puisque l'État en a fait un quartier de la politique de la ville. Nous avons beaucoup travaillé, notamment avec François, avec le docteur Sodin, pendant des années sur ce dossier qui a bien avancé. Et donc, j'ai demandé d'ailleurs à Mathilde, parce que c'est intéressant, si elle peut répondre à certaines questions, si vous en avez, d'être à nos côtés. Et puis, à maintenant, M. Marquis, qui est chargé de ce dossier en matière de communauté de communes, parce que la communauté de communes doit porter, c'est la compétence, notamment en matière de logement et d'habitat et d'aménagement. Donc, je laisse. Monsieur le maire, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous vous rapprochez plus, peut-être. Vous m'entendez mieux? Oui, d'accord.
Donc, merci Monsieur le maire. Si vous me le permettez, Monsieur le maire, je souhaite tout d'abord développer quelques propos introductifs sur la politique de la ville, afin de vous présenter avant de vous présenter les 3 délibérations qui vont suivre, pour que chaque élu puisse apprécier tous les enjeux et puisse avoir une approche, une vision globale. Donc, lors de la première commission municipale politique de la ville, qui s'est tenue il y a quelques semaines, pendant près de 2 heures, nous avons pu présenter la politique de la ville et échanger sur le grand projet de ville de Honfleur avec les élus présents. Donc ce soir, mon intervention sera bien sûr beaucoup plus synthétique. Tout d'abord, la politique de la ville, c'est quoi? Donc c'est la mise en place de mesures et de dispositifs spécifiques pour faire face à des problématiques particulières dans certains territoires en difficulté ou quartiers dits difficiles. Des quartiers qui deviennent des priorités pour la République. Donc 2 délibérations que je vais vous présenter correspondent à ces mesures spécifiques. En quelques dates, pour comprendre la construction de la politique de la ville en France. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, et pour faire face aux importantes destructions, et aussi pour faire face au baby-boom dans les années 50, et pour faire face à l'exode rural, pour faire face également à la venue de populations étrangères, pour répondre aussi aux besoins de main-d'œuvre, car nous rentrons dans la période des 30 Glorieuses marquée par un fort développement économique, l'État comprend l'urgence de construire des logements en périphérie des villes. Cette prise de conscience des pouvoirs publics répond alors à l'appel de l'abbé Pierre à l'hiver 1954. C'est alors le début des constructions des grands ensembles et des villes nouvelles. Ces nouveaux quartiers sont d'abord assez prisés, car modernes et confortables, mais avec le temps, les classes moyennes les quittent. Ils commencent alors à se paupériser, puis à se communautariser. En 1977, Raymond Barre, Premier ministre, alerte par courrier les préfets de la dégradation physique et sociale des grands ensembles. Il décide de lancer le premier plan banlieue. Il s'agit de réhabiliter les HLM. En 1981, 3 grands rapports ont posé les fondements de la politique de la ville. On parle d'insertion des jeunes, les missions locales sont créées, on parle de prévention de délinquance, de sécurité, mais aussi de solidarité. 1989, création des contrats de ville. Un contrat de ville, c'est mettre autour de la table tous les acteurs du territoire, les services de l'État, les collectivités locales, les élus, les associations, les bailleurs publics et privés, les acteurs culturels, sportifs et économiques. 1990, création d'un ministère de la politique de la ville, objectif, faire du social avec l'urbain. 2003, lancement du plan Borloo, avec la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, ANRU. 2014, la loi Lamy donne un nouveau souffle à la politique de la ville. On peut donc identifier 3 grandes étapes: le développement social des quartiers dans les années 80, la mobilisation du droit commun par les contrats de ville dans les années 90 et la rénovation urbaine dans les années 2000. C'est en 2014 que la ville de Honfleur obtient de l'État le classement en quartier prioritaire du quartier Canteloup, Marunier, Le Buquier, notamment en se basant sur les revenus bas des habitants. Nous sommes un quartier prioritaire d'intérêt régional. Il y en a 264 en France et il y a 216 quartiers d'intérêt national. Ces quartiers couvrent 2 millions d'habitants dans le pays. Quelques chiffres sur le quartier qui date de 2013-2014. Nous avons 93% de logements sociaux. Le revenu annuel médian par habitant pour le quartier est de 12 000 €. Pour le reste de la ville, c'est 20 000 €. Il y a 28% de familles monoparentales, 53% d'élèves boursiers. Le taux de chômage pour les actifs est de 35%. Le taux de pauvreté est à 46%. Pour faire face, donc, un contrat de ville est signé en 2015. Ce contrat mobilise et fédère tous les acteurs du territoire pour réduire les inégalités, lutter contre l'isolement, favoriser la mixité sociale, permettre d'améliorer le quotidien des habitants et de redonner des perspectives d'avenir. Pour cela, on s'appuie sur 3 piliers pour lesquels les stratégies sont définies. En 1, la cohésion sociale, c'est-à-dire le vivre ensemble et le bien-être. Renforcer le lien social, soutenir l'éducation et l'accompagnement à la parentalité, développer la santé et la prévention. En 2, l'emploi et le développement économique, sortir de la pauvreté par le travail, lever les freins à l'emploi comme par la mobilité, la formation et les compétences, redonner la confiance et l'estime en soi, mais aussi accompagner face à des problèmes d'addiction et de santé. Créer également des emplois dans les quartiers, notamment par l'insertion. En 3, le cadre de vie. Offrir à chacun un logement digne et un environnement dont il peut être fier. Rénover l'habitat à travers un nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU. Améliorer la vie par la gestion urbaine et sociale de proximité, les GUP. En 2016, un conseil citoyen a été créé avec les habitants
et les associations, l'objectif est de les faire participer à la mise en place de la politique de la ville dans leur quartier. En 2017, nous avons signé le protocole de préfiguration du projet renouvellement urbain. Il s'agit du pilier cadre de vie, de reconstruire le quartier sur le quartier et l'ouvrir sur la ville. Le budget pour la rénovation urbaine et le grand projet de ville du Canclou Marronnier-Buquet est fixé à 11,5 millions d'euros. Le bailleur Bartelios va investir 3 millions pour réhabiliter son patrimoine. Le bailleur Signolia va investir 3,2 millions pour réhabiliter, résidentialiser et démolir son patrimoine. 80 logements sociaux seront détruits et reconstruits en dehors du quartier pour être remplacés par du logement privé. Objectif, renforcer la mixité sociale et favoriser les parcours résidentiels. Les collectivités locales, CCPHB, départements, régions en rue et ville de Honfleur vont investir 5,5 millions pour réaménager les espaces publics, repenser les voiries et transformer la physionomie du quartier. En 2019, le contrat de ville a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour avoir un regard sur la gouvernance et les actions mises en place. Et chaque année, un bilan de contrat de ville doit être présenté. C'est l'objet de la première délibération que je vais vous présenter. Concernant la gouvernance, les contrats de ville relèvent d'une compétence intercommunale qui peut être partiellement déléguée aux communes ayant un quartier prioritaire. Pour la CCPHB, seul Honfleur a un quartier prioritaire. Le pilotage du contrat de ville est fait de manière conjointe entre la ville et la communauté de communes. C'est l'objet de la deuxième délibération que je vais vous présenter. Le contrat de ville est évalué chaque année de manière participative afin de redéfinir les enjeux prioritaires. Ce travail se fait en groupe de travail et chaque pilier, cohésion sociale, emploi économique, cadre de vie, doit se réunir en groupe thématique afin d'alimenter le comité de pilotage, organe décisionnaire. Pour mener à bien ces objectifs, il existe donc de nombreux outils pour mettre en place des actions. Je vais vous présenter deux de ces outils qui correspondent à la première et troisième délibération qui suivent. Tout d'abord, les subventions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ANCT. Donc on va aller sur la délibération. Donc, délibération d'approbation du rapport politique de la ville 2018-2019 du quartier Canclou Marronnier du Buquet. Conformément aux dispositions de la loi Lamy du 20 février 2014, la CCPHB doit réaliser un rapport annuel de la politique de la ville. Ce document a pour objectif de présenter un bilan des actions du contrat de ville sur chacun de ces trois piliers: cohésion sociale, emploi et développement économique, cadre de vie, renouvellement urbain. Le présent rapport porte sur le bilan des actions de l'année 2018 et intègre les perspectives de l'année 2019. Le contrat de ville a vu sa durée prolongée de 2 ans jusqu'en 2022 par la circulaire du 22 janvier 2019. L'évaluation à mi-parcours du contrat a donné lieu à un avenant. Le contrat de ville relève une compétence intercommunale. Son pilotage se fait en lien étroit avec la commune de Honfleur, qui est la seule de la CPHB à disposer d'un quartier prioritaire de la ville, QPV. En 2018, le contrat a été géré par un agent mis à disposition de la CCPHB par la ville de Honfleur, à hauteur de 0,5 équivalent temps plein. Cette situation a évolué en 2019 avec le transfert de cet agent à la CCPHB, qui a pu consacrer 0,4 équivalent temps plein à cette mission. Donc il s'agit de Mathilde Louis qui est présente avec nous ce soir. Concernant les actions, certaines d'entre elles relèvent des crédits spécifiquement liés au contrat de ville, subvention CGET. Donc le CGET, c'est le Commissariat Général à l'égalité des territoires, qui a été remplacé en 2020 par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors que d'autres sont financés par un dispositif de droit commun, le présent rapport ne porte que sur les actions financées par la CGET, qui a apporté 28 451 € de subvention en 2018. Pour le pilier cohésion sociale, 5 actions ont reçu une subvention CGET en 2018 pour un montant total de 13 551 €, dont le principal porteur est les centres socio-culturels JSF. Pour 2019, la priorité a été donnée à l'accompagnement des personnes âgées, à l'éducation et au lien social. Même si la santé n'a pas été reconnue comme un axe prioritaire d'intervention, un travail a été fait en 2019 entre les services de l'État, l'ARS, la CCPHB et l'hôpital de la Côte-Fleurie pour mettre en place un coordinateur du réseau territorial de promotion de la santé, RTPS, qui pourra monter des actions en lien avec les acteurs du QPV. Donc pour revenir sur les 5 actions que l'on parle, je vais vous les présenter. Donc il y a une première action de JSF, c'est Ensemble pour réussir, donc c'est de l'aide aux devoirs. Une deuxième action de JSF, c'est Prendre ton envol, donc ça concerne les activités sportives pour les jeunes. Et une troisième action donc, de JSF, un atelier socio-sportif
Donc c'est pour lutter contre la solitude. Concernant les deux autres actions, elles sont menées par un autre regard. Donc il s'agit des incroyables comestibles. Donc c'est la création de potagers sur le quartier pour les habitants. Et enfin, Action ESI 14, donc une association qui fait de la prévention des conduites à risque et addictives. Pour le pilier, donc emploi et développement économique, deux actions ont été financées par la CGET pour un montant total de 7 300 €. Donc le service mobilité, qui se décline en trois actions, donc le transport à la demande avec le pli, l'allocation de vélos à assistance électrique et le service de transport à la demande direct des habitants. Et bien sûr la plateforme des usages numériques, l'espace donc public numérique. Donc toutes deux sont portées par JSS. En 2019, la priorité reste de développer la mobilité des habitants et de réduire la fracture numérique. Le pilier cadre de vie renouvellement urbain est principalement destiné à la mise en place du projet de rénovation urbaine du quartier. Ce projet a été élaboré par le cabinet KH Studio. Le conseil municipal en a validé les grandes orientations en 2018. En 2019, l'État a souhaité que l'étude urbaine soit approfondie sur certains aspects. Ce travail actuellement en cours conditionnera la finalisation du projet. Voilà pour la délibération. Merci, M. Marquis. Donc, si vous avez au contraire des questions sur ce dossier important, profitons de Mathilde de soit là. Donc, oui, pardon, Dr Soda. Cet exposé nous a fait remonter dans l'histoire de la politique de la ville. Alors, aujourd'hui, je pense que sur ce quartier, on doit en effet remercier les associations, en particulier JSF, Un autre regard et Tréboulot. Sans qui ça aurait été difficile, et sans Mathilde aussi, qui a bien travaillé pour le Conseil citoyen. Moi, j'avais simplement une question sur le dernier volet, enfin, d'abord sur le volet santé, pour savoir où en était le recrutement du coordonnateur, si l'affaire avance, puisque normalement, je crois que c'est le centre hospitalier qui devait le recruter. Ma deuxième question, c'est à propos du renouvellement urbain, puisqu'il se fait jour aujourd'hui, j'avoue n'en avoir pas entendu parler auparavant, je dirais pas une querelle, mais une émotion sur le tracé de la route qui va désenclaver le quartier. Et je pense que pour essayer d'améliorer les choses, il conviendrait de reprendre avec les gens qui semblent concernés ce dossier pour expliquer le tracé, pour expliquer l'impact éventuel sur l'environnement et éventuellement proposer des compensations. Je pense que ce dossier mériterait quand même d'être approfondi, puisque je pense, enfin, dans l'état où j'ai laissé le dossier, que le caractère définitif de cette voie n'est pas déterminé, mais tout le monde le pense déjà. Tout le monde pense que c'est déjà une affaire faite, qu'on va y faire une autoroute, etc. Donc je pense qu'il est très important de communiquer et de voir avec les associations concernées s'il y a des modifications à apporter. Ma dernière question concernait la dernière page là, sur l'animateur, sur le bilan 2018-2019, sur l'animateur du quartier. Je ne vois pas qui c'est, cet animateur du quartier. C'est François Ben Canache. Ah, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Merci François. J'ai tout dit, merci. Non, mais merci, oui, parce que c'est très complet. Je partage notamment le souci qui émerge d'il y a quelque temps. Et c'est vrai que les gens disent, mais ça s'est fait dans notre dos, on n'était pas au courant. Or, ça ne s'est pas fait dans d'autres personnes, puisque c'est un projet qui remonte même avant notre municipalité. Mon prédécesseur, et je crois qu'il avait eu raison, considérait que le fait que ce quartier finisse en cul-de-sac poserait un jour problème. Donc il a eu, j'allais dire, l'intelligence de préserver le foncier qui, depuis le haut du Canteloup, pouvait un jour, d'ailleurs il l'a évoqué, rejoindre le plateau. Nous n'avons fait après que c'est une logique. Moi je pense que ce quartier sans désenclavement, tout ce qu'on pourra y faire perdra de sa valeur.
on ne pourra pas installer dans ce quartier autre chose que de l'habitat normand, c'est-à-dire que tout ce qui est activité commerciale, ludique ou autre, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors moi j'ai été étonné parce que je pensais très sincèrement, étant donné, d'ailleurs François en a parlé à plusieurs reprises, il y a eu des réunions avec le COPIL, tout le monde est plus ou moins au courant, et je regardais avec notre archiviste nos bulletins, il y a des pages entières, il y a 10 ans, 7 ans, 5 ans, où c'est évoqué, et alors de façon tout à fait claire. Alors après, je comprends bien quand les personnes sont concernées, qu'ils se trouvent à côté d'un projet, c'est, j'allais dire, notre quotidien aujourd'hui, d'essayer d'expliquer aux gens, bien évidemment, qu'il y a des projets d'intérêt général, et là, je pense en l'occurrence que c'est un projet d'intérêt général. Sur cette voie, et ça c'est vrai, rien n'est déterminé pour l'instant, et je crois d'ailleurs avoir reçu certaines de ces personnes, mais je ne me souviens pas, peut-être qu'Odile se souviendra, lors de mes permanences sur le plateau, auxquelles, alors, les personnes que j'avais reçues, on n'a rien à cacher, hein, c'est ouvert, j'aurais expliqué, il s'agit de désenclaver un quartier où vivent 1250, à l'époque 1500 habitants, qui est en vérité complètement coincé du fait de cette non-possibilité de désenclaver. Alors tout le monde parle de pistes cyclables, de liaison douce, de désenclavement, et quand les élus prévoient les choses, notamment en préservant le foncier, au moment où ils veulent passer à l'acte, il y a des soucis. Encore une fois, bien sûr, le quartier doit, ça, sur le principe, le quartier doit être désenclavé. Autrement, je vais dire, tout le travail qui a été fait pendant des années, encore une fois, perdra une grande partie de sa valeur. Et je ne vois pas, Mathilde connaît parfaitement les affaires, si jamais ce quartier est terminé en cul-de-sac, c'est terminé. Voilà, je vois plus beaucoup l'intérêt. Puis les habitants ont participé, ils ont été associés à des présentations de maquettes, etc., par les différents cabinets d'études paysagistes, etc., qui remaniaient le quartier. Et puis toujours en haut, on voyait cette liaison future, elle a été abordée par le sous-préfet, par le préfet, par... Voilà. Maintenant, je trouve toujours que c'est mieux de concerter plutôt que de polémiquer. Moi, je trouve, et j'en ai la preuve, que les polémiques sont stériles, elles n'aboutissent pas. Et on peut dire, on peut discuter. M. Marquet était disponible avec Maître Navio, et puis les gens Mathilde, au contraire, on peut même associer François qui a travaillé sur le dossier s'il souhaite à ces réunions, parce que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Moi, sincèrement, je me place au-dessus de tout ça, je vois l'intérêt général, l'intérêt des habitants de la ville, de ces 1500 habitants qui sont entre le quartier du plateau et le centre-ville. Sur ce que cette voie sera, elle a été évoquée à plusieurs reprises, ceux qui parlent notamment de possibilités d'intégrer dans le quartier des activités économiques, tous le disent, si on ne peut pas traverser avec les voitures le quartier, ça ne sert à rien, il n'y aura pas d'implantation. Après, il y a voie automobile et voie automobile. Moi, j'avais expliqué que dans un premier temps, d'ailleurs, ça pourrait être un bus électrique qui assure les descentes avec une navette régulière. Pourquoi pas, bien évidemment, ça c'est certain, des pistes cyclables et du piéton. Il ne faut pas oublier que chaque jour, des enfants empruntent ce quartier pour monter, aller au collège ou descendre. Il est le trait d'union. Alors on me dit, mais il existe déjà le chemin du Buquet, mais ça n'a rien à voir. Il faut connaître Honfleur quand on parle. Le chemin du Buquet ne sera... Si le quartier avait dû être désenclavé grâce au chemin du Buquet, ça serait fait depuis longtemps, puisque le chemin du Buquet existe depuis l'origine de la construction des HLM. Et on voit bien qu'il est limité, ce chemin, et qu'il ne peut pas... Enfin, Agnès, qui est ingénieur, on lui demande demain comment on fait pour faire passer de la circulation dans le chemin du Buquet. Bon, voilà. Alors, mais c'est normal, les inquiétudes sont légitimes, moi je le conçois tout à fait. Et puis en plus, alors j'avais dit d'ailleurs à ces personnes, c'est pas forcément celles qui nous ont écrit, mais je ne peux pas dire, mais j'ai reçu des gens qui s'inquiétaient sur le sujet, qui avaient leur maison à côté. Voilà. Et je leur ai expliqué, vous savez, rien n'est arrêté pour l'instant, on ne sait pas quel sera le style de désenclavement exact, mais oui, il y aura une voie de desserte, piétonne, vélo, peut-être navette électrique, peut-être voiture, voilà. Après, ça se fera avec les habitants. Alors, mais je partage, ce serait quand même dommage de casser la dynamique d'un projet comme celui-ci en fixant simplement le point de frottement sur la liaison
et les maisons qui sont sur le côté, quoi. Alors, peut-être que je veux simplement dire que ça n'est pas la liaison qui est en cause, c'est simplement la discussion autour de la réalisation de cette liaison. Oui, mais François, ça va revenir quand même sur la liaison, in fine. Enfin, bon. Oui, je réponds aux questions du docteur Sedin. Donc, sur la première question, concernant le coordinateur santé, je crois qu'il est arrivé il y a quelques semaines. Il est installé notamment à l'hôpital de Criqueveuf. Hein. Son bureau est à l'hôpital de Criqueveuf. Donc il est là depuis quelques semaines. Et concernant bien sûr votre interrogation sur cette voie de désenclavement, comme le disait Monsieur le maire, on est sur un dossier assez ancien qui a été réactivé grâce au contrat de ville. La politique de la ville, c'est vraiment la lutte contre l'isolement, sur tous ces aspects, qu'ils soient sociaux, culturels ou physiques. Et on a besoin vraiment d'oxygéner ce quartier, et ça passe aussi par la mobilité. Les habitants ont besoin de pouvoir bouger et d'être reconnectés aux autres quartiers et à l'ensemble de la ville. Donc pour moi, ce projet est vraiment essentiel pour donner du sens à cette rénovation du quartier. On est vraiment sur un axe secondaire, on n'est pas sur une route principale, on est sur une 2 fois 1 voie, il y aura une piste cyclable, des trottoirs pour les piétons. Donc je pense qu'au niveau des nuisances, ça sera vraiment très limité. Bien sûr, ça sera dans la concertation, puisque c'est l'essence de la politique de la ville. Hein. Tout se fait avec les habitants. Il est prévu que je rencontre donc Monsieur le maire de la Rivière-Saint-Sauveur, Monsieur de Pirou, pour lui présenter le projet, puisque il vient d'être élu il y a quelques mois. Donc je vais lui présenter le projet avec donc Mathilde, et aussi le présenter à ses services. Et bien sûr, on va recevoir aussi les habitants pour lever leurs inquiétudes et les rassurer. Et le projet peut se faire avec eux, puisque voilà, on peut toujours améliorer les choses. Mais pour moi, cette voie de désenclavement est essentielle. Elle est attendue vraiment par les habitants, que ce soit les habitants du Cantelou ou de Plateau. Et voilà, le contrat de ville, c'est une opportunité d'aller au bout de ce projet qui est ancien. Merci Gondine. Bon, peut-être donner la parole, si vous voulez, à Mathilde, qui connaît bien, qui quotidiennement s'occupe du dossier. On va rappeler un petit peu. On peut peut-être avoir un micro, Mathilde. Est-ce que celui-là, on peut le tirer? Oui, ça va. On laisse le droit, parce qu'on a celui-ci, ça va éviter pour s'il prend. Donc pour le RTPS, pour vous répondre, effectivement, il a été recruté, mais il prend son poste là très, très prochainement. Il ne manquera pas de prendre la tâche avec tous les acteurs de la santé du territoire. Juste, excusez, parce que pour ceux qui sont néophytes, est-ce que vous pouvez rappeler donc, le rôle, qu'est-ce que fera cette personne, Mathilde? Un de ses premiers rôles, ça va être identifier tous les acteurs de la santé du territoire, Honfleur et la communauté de communes, et un petit zoom sur le QPV, et ensuite de les mettre en réseau pour que tous les acteurs du territoire puissent travailler ensemble, les acteurs de la santé. D'accord. Et sur les propos de alors, quartier, oui. Pour la voie de désenclavement, effectivement, c'est un projet qui est lié à l'ANRU. Il y avait plusieurs possibilités. Maintenant, il y a des contraintes techniques. Et c'est pour ça qu'on avait plutôt fléché cette voie. Mais effectivement, comme disait Monsieur le maire et Monsieur Barki, rien n'est définitif. Il y a une nouvelle municipalité. Donc on va réfléchir avec eux et les habitants que moi-même, que Monsieur le maire avait envoyé à la CCPHB pour qu'on leur réponde, et donc j'ai déjà reçu, mais on va continuer la concertation bien évidemment. Merci Monsieur le maire, oui, juste pour conclure sur ce dossier, cette route est vraiment vitale pour le quartier, et je pense qu'il faut le rappeler. Voilà. La rénovation urbaine, donc le fait de repenser des espaces publics, c'est aussi amener un peu d'oxygène au cœur des quartiers, et cette route va vraiment y contribuer.
Et je veux vraiment insister sur le fait que les habitants attendent cette route depuis un certain nombre d'années, et le contrat de ville, c'est vraiment l'opportunité de faire aboutir ce projet. Bien sûr, on comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes. Après, c'est à nous de recevoir les habitants de la rivière Sans-Sauveur pour les rassurer et leur présenter le projet et voir avec eux comment on peut aussi apporter des améliorations. Mais il est important qu'on aille au bout de ce projet. Merci, Dandine. Je crois que le micro, Benoît François, de M. Marquis ne marche pas. Il est pas bon, son micro. Il faut mieux donner à Dandine un autre micro parce que ça vient du micro. Bien, mesdames et messieurs, je vous propose, parce qu'on a encore beaucoup de délibérations, s'il n'y a plus d'autres questions de délibérer, de toute façon, c'est le rapport d'activité sur le quartier. Je crois qu'il a été très clair. Hein. C'est pas d'abstention ni de vote contre. Et on passe donc à un autre dossier. Alors ça, c'est le contrat de ville, toujours. Prorogation des actions 2021 et 2022, avec un bilan sur les années 2019 et 2020. Alors vous verrez, lorsque les opérateurs sociaux, les loueurs de logements sociaux, s'engagent à faire des actions et des efforts, notamment quant au cadre de vie, la qualité, l'entretien, les travaux dans les immeubles, ils peuvent obtenir ce qu'on appelle une détaxation, c'est-à-dire ils peuvent obtenir un dégrèvement sur